Bienvenue dans le débat de France 24. C'est un message fort d'unité adressé dans la lutte contre le terrorisme. C'est du moins ce qu'annonce l'OTAN, où après avoir longtemps traîné des pieds, l'Alliance Atlantique a finalement décidé de rejoindre la coalition internationale contre le groupe État islamique. Annonce faite alors que les 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance se retrouvent aujourd'hui même en sommet, avec parmi eux notamment deux nouveaux venus, Donald Trump, très scruté évidemment, et pour la France, Emmanuel Macron. L'occasion aussi d'inaugurer un nouveau siège à l'entrée duquel trône un vestige des Twin Towers de New York, symbole de la lutte contre le terrorisme, et aussi un morceau du mur de Berlin, ce qui permet de rappeler aussi l'utilité d'origine de cette alliance. À quoi sert aujourd'hui l'OTAN et de quoi sera fait l'avenir immédiat? On en parle avec ici même Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de Comprendre le monde, la 4e édition, les relations internationales expliquées à tous aux éditions Armand Collin. Ça vient de paraître. Également avec nous Pierre Verluise, spécialiste de géopolitique, fondateur de diploweb.com et auteur de Géopolitique de l'Europe aux éditions aux presses universitaires de France. William Jordan, vous êtes ancien officier du département d'État américain. Vous avez exercé notamment à Damas, en Syrie. Et avec nous en duplex de Washington, Hélène Vassilina, présidente de l'International Geostrategic Maritime Observatory. Vous êtes directrice également du Transatlantic Global Advisory et auteur d'Ukraine, prémisse de guerre froide en Europe, point d'interrogation et non pas d'exclamation, et aussi les défenses européennes face aux menaces. Les deux ouvrages parus. Cher Larmatan, merci d'être avec nous. À l'OTAN aujourd'hui, les alliés ont donc affiché leur bonne volonté pour se concilier notamment les bonnes grâces du nouveau président américain en acceptant de rejoindre la coalition internationale contre le groupe État islamique, en promettant aussi d'en faire davantage contre le terrorisme. Hélène Vassilina, concrètement, qu'est-ce que ça change puisque la plupart de ces pays sont déjà engagés aujourd'hui dans la coalition contre Daesh? Bien sûr, bonsoir Raphaël et bonsoir mes collègues sur le plateau. Je pense que déjà ce voyage international, le premier de Donald Trump à l'étranger, a eu une résonance forte non seulement en allant visiter l'Arabie Saoudite, les trois religions, donc l'Arabie Saoudite, l'Israël et le Vatican, suivi par cette visite à l'OTAN. On voit déjà que la sécurité, la prospérité et la paix est au cours de son message d'où il y aille. Et que, évidemment, et nous le savons depuis un moment, que les États-Unis, évidemment, ont investi massivement dans les guerres, etc., à l'ordre de 4,7 trillions de dollars et 1,7 trillion d'appropriations de guerre. Aujourd'hui, on sait qu'évidemment, il reste à couvrir quand même ces pays qui ne contribueront pas à l'auteur de 2% mis d'accord en 2014. Où les États-Unis portent le fardeau, comme a dit Donald Trump encore une fois, de 22,14%. Donc le terrorisme, c'est évidemment la nouvelle guerre que nous, pays matures et démocratiques, combat de toutes nos forces. Voyons encore un attentat de Manchester. Et évidemment, il faut l'appui de tout le monde et le partage de ce fardeau à tout le monde. On va aborder la question du financement dans un instant, mais Pascal Boniface, sur la participation de l'OTAN à cette coalition, on sait que les Américains insistaient beaucoup là-dessus. Pourquoi est-ce si important? Et concrètement, qu'est-ce que l'engagement militaire de l'OTAN va changer dans la mesure où il ne s'agit pas d'un engagement opérationnel, semble-t-il? Sur le plan militaire, ça ne va pas changer grand-chose. C'est plutôt en termes d'affichage que cela change. Donald Trump avait dit que l'OTAN était obsolète pendant la campagne électorale parce que justement, elle ne combattait pas le terrorisme et qu'elle était tournée vers le passé. Maintenant, il ne dit plus qu'elle est obsolète parce qu'il s'est un peu rangé à l'avis de ses conseillers militaires qui lui disent que si les États-Unis sont dans l'OTAN, c'est pas pour faire plaisir aux Européens, c'est leur intérêt. Mais en même temps, les Européens lui rendent un peu, et qui étaient très inquiets que Donald Trump s'écarte de l'OTAN, abandonne les Européens, pour amadouer un peu Donald Trump, accepte que l'OTAN en tant que telle soit engagée dans la guerre contre le terrorisme, qualifiés comme tels par Donald Trump, et également vont augmenter leurs dépenses militaires. Donc, finalement, il a gagné. Ce qui est un peu dangereux, c'est qu'en affichage, ça va servir de propagande pour les terroristes, pour dire... C'est ce que craignait la France. Voilà. Mais la France qui elle-même est impliquée dans la coalition, c'est toute l'ambiguïté. Oui, mais elle y est comme pays, de même que les Saoudiens, de même que les Russes, de même que de nombreux pays. Mais que l'OTAN en tant que tel, qui est quand même le bras armé de l'Occident, il se présente comme cela. Que l'OTAN en tant que tel soit impliqué dans la guerre contre l'État islamique, une fois encore, ne va pas changer grand-chose militairement. Est un peu aussi, bien sûr, après les attentats de lundi de Manchester, une émotion est grande, mais bon, il faut quand même voir les choses plutôt à long terme, et risque de servir, ils n'ont pas besoin de cela, risque de servir d'argument supplémentaire aux terroristes pour dire qu'ils se battent contre les croisés.
Pierre Verluise, autour de cette réunion aujourd'hui, il y a l'idée aussi que l'OTAN cible spécifiquement le terrorisme, alors à travers des actions militaires, comme ça peut être le cas en Afghanistan ou aujourd'hui contre le groupe État islamique, ou de manière plus diffuse, avec des groupes armés qui pourraient agir, opérer dans un certain nombre de pays. Est-ce que là, on n'arrive pas finalement aux limites de la définition de ce qu'est l'OTAN? Ça devient compliqué finalement d'essayer de comprendre à quoi sert concrètement cette alliance atlantique, non? L'OTAN se réinvente sans cesse, dans une certaine mesure. Elle est née pendant la guerre froide et elle s'est réinventée au lendemain de la fin de la guerre froide, en 1990-91. Certains, y compris aux États-Unis, pensaient que l'OTAN n'avait plus sa raison d'être. C'était vrai aussi côté français. On a tenté autre chose et finalement, il y a eu une poursuite de l'OTAN, notamment parce qu'il y avait une demande de l'OTAN de la part des États d'Europe centrale et orientale qui voyaient dans l'OTAN une garantie de sécurité. Après, il y a eu d'autres réinventions. Et ce qu'il faudrait souligner ici ce soir, c'est que finalement, post-guerre froide, on en est au 4e élargissement de l'OTAN. Il y en a eu un dès 1999, un autre en 2004, un autre en 2009 à la Croatie et à l'Albanie. Et puis là, on est dans les tuyaux pour l'élargissement au Monténégro. Donc on dit l'OTAN 28 États, c'est 28 et bientôt plus 1 égale 29. Oui. William Jordan, est-ce qu'on n'est pas là face à toute la difficulté de comprendre le rôle de l'OTAN et de la faire fonctionner? On a en gros d'un côté des pays occidentaux, disons, qui s'inquiètent de la progression des groupes terroristes, au premier rang desquels le groupe État islamique au sud, et des pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est qui, eux, regardent plutôt du côté de la menace russe de la Russie, ce qui était traditionnellement, effectivement, le rôle de l'OTAN. Est-ce que là, finalement, chacun ne voit pas un peu l'intérêt de cette alliance commune à sa porte et à l'aune de ses propres intérêts? Est-ce qu'il n'est pas forcément compris par tous? Je dirais que, de mon perspective, il est plutôt comme la dynamique qu'on voit avec l'Union européenne depuis des années. C'est-à-dire il y a des pays qui regardent plutôt vers le sud et vers la Méditerranée, et il y a des pays qui regardent plutôt vers l'Est et vers la Russie, et ce qui représente la menace d'une certaine manière là-bas. On peut mobiliser les moyens sur deux fronts? Oui, certainement, mais il faut, à mon avis, le problème avec l'OTAN est que... Pardon, juste pour essayer de comprendre, il y a la question des moyens, mais il y a aussi la question des politiques stratégiques. Ouais. La Russie, qui peut être un allié dans la lutte contre le groupe État islamique, notamment en Syrie par exemple, est clairement aujourd'hui considérée comme un adversaire par les pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est. Oui, c'est ça. Et à mon avis, mais je ne partage pas cette idée que la Russie pourrait être un vrai allié dans la lutte contre l'État islamique, étant donné son affiliation, son alliance avec le régime syrien. Et ça, à mon avis, brouille toute dynamique de coopération contre l'État islamique en Syrie au minimum. Donc, je pense que c'est là où on est vraiment, où on voit vraiment les contradictions patentes sur cette éventualité. Et ici, en Europe, je pense que comme je viens de dire, je pense qu'il y a une sorte de parallélisme entre l'Union européenne et l'OTAN pour définir finalement les priorités des deux organisations, finalement pour assurer la sécurité primordialement de l'Europe et puis de s'adresser aux menaces, aux limitrophes de l'Alliance. Pierre Verluise, vous vouliez réagir? C'est au niveau de l'Europe et notamment dans la manière de définir la relation avec la Russie que se joue aujourd'hui l'avenir de l'OTAN, d'après vous? Oui, c'est assez intéressant de considérer qu'à la fois il y a l'inertie des 2-3 dernières années, c'est-à-dire depuis 2014, c'est-à-dire l'occupation ou l'invasion de la Crimée par la Russie, qui était précédemment rattachée à l'Ukraine, qui a créé indiscutablement une inquiétude en Europe centrale et orientale et qui a engagé sous Obama un retour de l'OTAN dans les pays baltes et notamment en Pologne. Donc ça, c'est la dynamique. Et puis en même temps, il y a une inquiétude sur le candidat Trump, le soutien ou non de M. Poutine. Et puis en même temps, on entend ce matin M. Tusk, après avoir vu le président des États-Unis, dire qu'ils sont d'accord sur beaucoup de choses, mais il ne peut pas assurer qu'ils sont d'accord sur la question de la Russie. C'est assez surprenant puisque, si j'ai bonne mémoire, l'OTAN a quand même été pensé initialement
face à la Russie. Donc il y a là quelque chose à creuser de près, à suivre. Évidemment, on n'aura pas la réponse ce soir, mais c'est assez curieux si certains États membres de l'OTAN ne sont pas d'accord avec la vision des États-Unis de la Russie. Pascal Boniface, c'est peut-être l'ironie finalement l'OTAN qui avait été créée face au pacte de Varsovie, c'est-à-dire face à la Russie et ses alliés, qui aujourd'hui se heurte d'une certaine manière, se divise sur le front russe. Elle n'est pas si divisée que cela, parce qu'il y a un accord général des pays de l'OTAN pour mettre la Russie au rang des menaces, de façon d'ailleurs un peu exagérée, parce que si on regarde le budget militaire russe, c'est 60 milliards de dollars. Donc c'est moins que la France et l'Allemagne réunies seules. Ce n'est pas, quand bien même Poutine aurait de mauvaises intentions par rapport aux pays de l'Est, il n'a pas vraiment les moyens de les réaliser. On peut aussi penser que les élargissements successifs qui ont été faits, que Père Valuise a rappelé, sont venus crisper la Russie. C'est une sorte de cercle vicieux où une crispation de la Russie fait monter les tensions au sein de l'OTAN, et la montée des tensions, la montée des dépenses militaires de l'OTAN ou des élargissements successifs vient crisper la Russie. Et c'est peut-être ce cercle vicieux qu'il faudrait stopper, parce que et les Russes et les Européens et les Américains vont y perdre par rapport à d'autres défis. Mais pour l'instant, l'OTAN en tant que structure, il y a une sorte de vie propre en fait à la structure, et l'OTAN a un instinct de survie, et donc doit s'inventer effectivement des nouvelles missions pour ne pas disparaître, parce que historiquement les alliances militaires ne survivent pas à la menace qu'ils a créée. L'OTAN est une exception. Elle est une exception parce que les États membres l'ont décidé ainsi, et que la structure en tant que telle finalement a décidé également de multiplier de nouvelles missions pour survivre. Hélène Vassilina, comment gérer aujourd'hui la relation avec la Russie? Il y a évidemment du côté de Washington cette enquête qui est en cours, bien sûr, qui vise Donald Trump et les conditions de son élection, son entourage propre, mais qui crée plus généralement une suspicion de proximité aujourd'hui entre l'administration américaine et Vladimir Poutine. Est-ce que ça aussi, d'après vous, ça perturbe les relations au sein de l'OTAN? Moi, je pense qu'il y a deux choses très distinctes qu'il faut regarder. Évidemment, il y a la situation interne très brouillée, très on a dit, on a trouvé, et chaque fois qu'on est des personnes à l'antenne qui sont demandées d'avoir des preuves indiscutables, c'est un peu plus faible. Or, il y a une enquête maintenant avec un conseiller spécial qui va examiner le cas. Mais je voudrais quand même dire qu'à l'étranger, à mon sens, ça se passe plutôt bien qu'enfin on voit Donald Trump sur la scène internationale, qui a un poids fort, si je puis dire, dans ces négociations, quoi qu'on en dise, qui est un peu... disons, un peu vert sur les côtés, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne un peu en maturité et qu'il saisisse des dossiers, qu'il ait une vraie compréhension, comme mes collègues m'ont dit tout à l'heure, également à faire son allocution tout de suite, à dire voilà, il faut contribuer plus, les États-Unis portent le fardeau et que les pays alliés devraient faire leur part. Mais je dirais aussi qu'avec la Russie aussi, qui a créé son système en parallèle avec ses différentes organisations, disons qu'il y ait un mini... je veux dire, un concurrent à l'Union européenne sur ses bords est, sur bordure est et sur la périphérie, avec l'Euratom, avec plein d'autres choses qui peuvent faire que, le CETOM, qui peut faire que la Russie a créé son structure à l'extérieur, donc pour grouper encore ces anciennes républiques. Donc de cela, j'ai dit, il faut qu'il y ait un dialogue entre les deux parties, qu'il y ait cette entrée. Et puis nous savons très bien que pousser les frontières aussi bien de l'UE, de l'OTAN, jusqu'à la frontière ou ancienne frontière de l'Union soviétique, ça va forcément créer des tensions. Oui. Donc, pour trouver des pistes, et je suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue Pascal pour dire que je pense que justement là, au sein de l'OTAN ou bien avec l'Union européenne, il faut qu'il y ait un accord entre ces parties pour trouver une solution non seulement à la crise syrienne, la crise des migrants, mais aussi sur cette crise européenne et puis le terrorisme, bien sûr, qui est le premier fléau et puis premier ennemi à combattre. Oui, donc vous dites, en gros, l'OTAN a raison de se trouver de nouveaux adversaires. Enfin, ce sont des adversaires, en tout cas, qui existent. C'est ce que vous avez l'air de dire. Simplement sur l'article 5, parce qu'on attendait beaucoup Donald Trump, hein, et notamment, évidemment, les pays baltes et puis les républiques, les ex-républiques soviétiques ou les pays d'Europe de l'Est. Aujourd'hui, il n'a pas été clair, justement, sur ce fameux article qui engage les pays membres en cas d'agression de l'un d'eux. On attendait une clarification, elle n'a pas eu lieu. C'est son entourage qui s'est senti obligé derrière de réaffirmer l'attachement des États-Unis.
Bien sûr, ils s'y adhèrent. Et puis, qui ne voudrait pas? C'est les plus gros acteurs dessus. Je veux dire, les États-Unis est le leader de l'OTAN et qui paye plus de 22% du budget. Mais ce que je voudrais dire aussi par là, aussi, il y a une interopérabilité qui est obligatoire entre ces pays. Et puis, je signale au passage que nous allons faire une conférence sur la mer Baltique le 29 juin à Paris, où nous allons discuter justement de cette géopolitique et géoéconomie entre ces pays européens. Et puis, on regarde de près, je pense, c'est ce qu'il faudra regarder de près maintenant, c'est la Biélorussie. Oui, alors on va peut-être pas évidemment faire tous les... Parce qu'il y aurait évidemment beaucoup à dire, mais je vais laisser Pascal Boniface répondre peut-être. Non, sur l'article 5, il n'y a pas un engagement automatique dans l'article 5 de l'OTAN si un pays est agressé. C'est des consultations pour permettre de défendre. Si un pays est agressé militairement, tous les membres de l'OTAN doivent se consulter pour aller à son secours. Ça a été le cas en 2001 après l'Afghanistan. Voilà, Enfin, parce qu'il y a eu consultation, mais c'est pas automatique, alors qu'un traité européen de l'UE, lui, prévoyait un engagement automatique des pays européens. Ceci étant, c'est un peu enfin, je veux dire, là, on est dans les traités, etc. Oui. Et c'est vrai que, de la part des Européens, il y a cette crainte qui date de la campagne électorale que Trump, qui avait déclaré l'OTAN obsolète, se détache. Il y a une peur d'un lâchage américain de la part des Européens, qui est bien sûr beaucoup plus sensible chez les pays baltes et en Pologne que chez les autres. Et Trump, quelque part, joue là-dessus, puisqu'il dit, finalement, obéissez, enfin, soyez plus conciliants avec mes demandes, sinon l'OTAN sera remis en cause. Et là, on voit que c'est une sorte de crainte européenne. Et puis maintenant, l'entourage de Trump l'a persuadé que si les États-Unis sont membres de l'OTAN, une fois encore, ce n'est pas pour faire plaisir aux Européens, c'est que ça fait partie de leur intérêt national parce que ça leur donne une influence extrêmement forte. Et si les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires, l'industrie militaire américaine s'en réjouira. Oui, alors justement, les dépenses, c'est effectivement la grande demande des États-Unis qui représente, il faut dire aujourd'hui, près des 3/4 du budget cumulé de l'ensemble des pays de l'OTAN en matière de défense. Lors du sommet du Pays de Galles, c'était en septembre 2014, les pays membres de l'OTAN s'étaient engagés à augmenter leurs dépenses pour arriver à 2% du PIB d'ici à 2024. La France elle-même, pour l'instant, n'y est pas encore, mais tente de faire plus. Pierre Verluise, c'est une demande qui est recevable. Il faut dire qu'elle n'émane pas de Donald Trump. Déjà avant lui, Robert Gates, en 2011, secrétaire américain à la Défense, avait formulé peu ou prou la même demande aux pays membres de l'OTAN. Oui, c'est une demande récurrente de la part des États-Unis. Les États de l'Union européenne ont eu tendance à toucher ce qu'on appelle les dividendes de la paix, une fois la guerre froide terminée, c'est-à-dire à diminuer leurs engagements militaires, puisqu'il n'y avait plus